cette semaine du volley avec la SPTT Mulhouse et ses pros qui ont joué leur premier match à domicile. Nous parlerons aussi VTT avec notre champion orinois Thomas Ditch à mes côtés. Salut Thomas. Bonjour. Et pour finir, ce sera hockey sur glace avec l'Étoile Noire qui a reçu Briançon ce week-end. Nous y reviendrons avec leur entraîneur Daniel Bourdage. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, du volley, c'était le premier match à domicile pour les filles de l'ASPTT Mulhouse qui accueillait Vannes. Et après avoir gagné la semaine passée à Béziers, les joueuses de Magali Magail ont également remporté ce match 3-0 sur un score sec et sans appel. Reportage Vincent Bessières. Alors Vincent Bessières qui a passé du bon temps avec ces demoiselles. C'est parti, regardez. À l'occasion du 40e anniversaire du club, les volleyeuses mulhousiennes ont fait honneur à leur club et aux 2200 spectateurs en remportant leur premier match à domicile en 3-7 face à Vannes. On perd pas de 7, c'était net et sans bavure, donc c'est bien. Parce que c'est toujours particulier ces premiers matchs à la maison, les nouvelles joueuses qui découvrent le public. C'est toujours impressionnant, donc je suis contente que ça se passe comme ça. Un match sur le papier plutôt simple face à une équipe de Vannes promue en Liga cette année et encore en construction de leur équipe. Mais le début de la partie n'a pas été de tout repos. Vannes arrive à faire jeu égal avec ses 4 Américaines qui jouent vite. Ce qui va agacer les Orinoises et qui lancent la contre-attaque avec le puissant service de Niemer. Elles prennent alors de l'avance dans le score et remportent le premier set 25-17. La suite du match sera à sens unique. Vannes perd pied, fait de plus en plus de fautes et n'arrive plus à contenir le jeu agressif des Mulhousiennes. En face, les Alsaciennes resserrent leur défense et profitent du coup de mou de leur adversaire pour planter leur jeu. La partie se termine en 3-7, 25-17, 25-14 et 25-18. On a joué juste, on n'a pas fait trop de fautes et on les a poussées à la faute justement. Donc vraiment satisfaite de ce match-là. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a plein de petits détails qu'il faut encore améliorer. Mulhouse entame très bien la saison avec 2 victoires consécutives en 3-7, ce qui leur permet d'être première au classement, égalité avec Cannes. On espère déjà que les filles retrouveront la compétition européenne. En attendant, le prochain match à domicile se jouera le samedi 15 novembre face à Cannes. Et la SPTT n'en a a priori pas assez puisqu'elles ont programmé un match amical demain à 15h45 au Palais des Sports face à Zurich. L'entrée est gratuite. C'est ça quand on a la passion ou on l'a pas. C'est un grand monsieur qu'on accueille à présent sur ce plateau, c'est Thomas Ditch. Exactement Lionel, une carrière exceptionnelle. Son dernier coup d'éclat, c'est un 8e titre de champion de France et il a aussi disputé dimanche dernier une Coupe du Monde au Mexique. Mais l'heure de la retraite a priori sonné. Après 20 ans de carrière et à 40 ans, l'occasion de faire le point du coup sur cette longue carrière. Vous avez 40 ans. Bah oui. Mais ça entretient le sport. Bah apparemment. Je vois ça. Donc Thomas, vous êtes entre autres vainqueur de la Coupe du Monde en 2007, un titre de champion d'Europe, un titre de vice-champion du monde, une 3e place aussi. Mais à ce palmarès, on pourrait penser qu'il manque un titre, celui de champion du monde. Vous étiez passé... pas très loin d'ailleurs de ce titre-là. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir le regret de ce titre manqué ? On a forcément des regrets quand on est passé aussi près d'un titre de champion du monde. C'est passé à une creuse en près, à quelques kilomètres de l'arrivée. Donc oui, quelques regrets. Maintenant, si on fait un bilan de ma carrière, je pense que j'ai déjà une très belle carrière. Et puis ça reste du VTT. Et puis voilà, c'est un sport technique, physique et c'est comme ça. Moi, je suis déjà très content de ce que j'ai fait. Voilà, j'adore les images. On est vraiment dans votre quotidien. C'est quoi cette discipline? C'est du cross-country marathon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, les images qu'on voit en fait, c'est chez moi, c'est mon jardin en fait. C'est là où je m'entraîne. Et oui, c'est du VTT cross-country marathon, donc c'est des épreuves d'une centaine de kilomètres. Et ça se court en 4-5 heures. Alors c'est un sport, c'est une discipline exigeante, mais elle n'est pas olympique comme peut l'être le cross-country version courte, sur laquelle joue d'ailleurs Julien Absalon, un autre Français qu'on connaît bien, ou alors le VTT de descente. Pourquoi ne pas être descendu sur cette discipline olympique? En fait, mon premier titre de champion de France, ça a été du cross-country court. Et après, j'ai basculé en marathon. Parce que je préférais en fait, ça a été vraiment des grands parcours, ça permettait vraiment de voir beaucoup plus la nature. C'est sûr que c'est pas un sport olympique, mais c'est vraiment ce que je préfère dans le VTT et c'est ce qui me va le mieux aussi physiquement. J'ai plus des qualités intrinsèques pour faire du VTT marathon. Donc finalement j'ai basculé dans ce qui me plaisait et puis j'en suis très content. C'est sûr que je loupe les Jeux Olympiques, mais en même temps je fais vraiment ce qui me plaît.
Aucun regret à 40 ans d'arrêter? On a toujours des regrets, on voudrait toujours continuer, mais non, je crois que c'est le juste moment. Je signe un 8e titre de champion de France il y a quelques semaines. Je voulais partir en fait avec une dynamique positive pour basculer sur des nouveaux projets et puis des beaux projets, et puis avec cette même motivation d'aller au bout de moi-même. Donc je pense que non, même si j'ai 40 ans, c'est le bon moment pour arrêter, et puis avec l'envie d'avoir des nouveaux objectifs et puis de les réussir. Alors vous avez fait partie d'équipes, vous êtes professionnel, vous étiez professionnel du VTT, vous avez commencé en 87 avec la Team Lapierre, et ensuite vous avez enchaîné avec des équipes italiennes et allemandes. Comment est-ce qu'on vit du VTT? Est-ce que c'est facile? On gagne sa vie? Oui, c'est souvent ce qu'on me pose en fait. Ma femme elle me dit maintenant tu vas rentrer dans la vraie vie. Arrête de faire du vélo. Tu vas devoir travailler en fait. Non, jusqu'à là même j'ai vécu de ma passion. On en vit assez bien, on peut même mettre un peu d'argent de côté, ça va. Les places sont chères, par contre il faut vraiment une image, il faut des résultats, faut beaucoup de choses. Et il faut avoir de la chance aussi de trouver des bonnes équipes. C'est sûr que moi j'ai basculé dans des équipes Lapierre, Bianchi, Bulls maintenant, qui sont des équipes vraiment professionnelles. Faut savoir s'intégrer aussi, faut savoir parler la langue. J'ai appris d'abord le français, j'ai appris l'italien, j'ai appris l'anglais, l'allemand. Et c'est aussi savoir s'intégrer, et puis c'est vraiment des tranches de vie, je pense. Alors vous restez avec nous, on va parler de hockey, puisqu'il y a Daniel Bourdage à nos côtés, avec une actualité dramatique, on ouvre là-dessus forcément, oui. Ce week-end. Alors un enfant de 8 ans a été tué à Dunkerque suite à un palais qui l'aurait percuté. On sait que les normes de sécurité dans les patinoires, surtout en hockey, elles sont importantes, et la patinoire était aux normes. Comment est-ce que on peut expliquer un tel accident, et surtout, est-ce que ça pourrait malheureusement se passer à Strasbourg? Est-ce que c'est une éventualité? Écoutez, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on en parle, qu'on en discute. On veut du plexi tout le tour de la glace. On veut que ce soit plus haut. On dit que qu'on respectait les normes, mais à partir de quel moment est-ce qu'un palais est dangereux? Pas parce qu'il y a du plexi derrière les cages que c'est pas dangereux. Les palais vont souvent sur les côtés. Le règlement permet des dégagements d'un bout à l'autre. Particulièrement quand les équipes sont pénalisées, on peut dégager le palais d'un bout à l'autre, donc le palais va sur les côtés. Les côtés sont pas protégés, donc c'est comme ça que le jeune garçon s'est fait tuer, malheureusement. Et je suis souvent allé à Dunkerque, on en parlait justement avec les joueurs, avec les enfants qui ont joué à Dunkerque, et personne n'est surpris. Personne n'est surpris. Non, personne n'est surpris, parce que quand tu es assis à la hauteur des balustrades, sans protection, sans filet, c'est vrai que ça peut être dangereux. Aux États-Unis, au Canada, ils mettent tous des protections visiblement. Oui, mais oui, parce que les règles de sécurité sont faites par des gens qui ont peut-être déjà joué au hockey et qui connaissent le sport. Voilà, avec des palais qui vont à 180 km/h, c'est ce que j'ai pu lire dans la presse. Exactement. Voilà. On revient sur l'aspect plutôt sportif de l'Étoile Noire. Alors vous avez reçu Briançon, vous avez suivi une nouvelle défaite, la deuxième consécutive, 3-6. Vous étiez leader, du coup cette défaite vous fait reculer à la 5e place. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? De s'inquiéter, on s'inquiète toujours. Même quand on gagne, on est inquiet. On est inquiet si on a gagné, on peut gagner sans nécessairement bien jouer. Le dernier match, on le joue, on oublie les 10 premières minutes de jeu. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'on avait autre chose en tête. Beaucoup de joueurs partaient le lendemain. Ils avaient une fête le soir. C'est champion en titre. C'est champion en titre. Donc, mais voilà, ça s'est joué quand même. Oui, mais c'était prenable. Ouais. On prend 4 buts dans les 10 premières minutes de jeu. On gagne le reste du match 3-0. Ils ont marqué les 2 derniers buts. C'est assez anecdotique. La cage était déserte. On devait faire quelque chose avec 2 minutes et demie à jouer. On a enlevé le gardien, on a pris un risque, mais qui valait le coup, je pense, et puis ça n'a pas fonctionné. Mais je regrette ces 10 premières minutes de jeu où vraiment on n'était pas dedans, ça c'est vrai. Mais si on regarde le début du championnat, on a 11 points en 8 matchs. On peut se fixer le même objectif pour les 8 prochains matchs. Ça nous ferait 22 points après 16 matchs. Donc on va se fixer des objectifs comme ça pour justement essayer de garder le haut du peloton.
Dernière question peut-être. Oui, alors vous avez aussi la Coupe de France. Vous êtes des habitués de demi-finale, mais jamais de finale. Est-ce que c'est un objectif cette saison d'aller à Bercy? Et comment vous pourriez y arriver? Oui, bon, ce sera pas Bercy cette année, c'est Marseille, parce que on est en train de préparer Bercy pour les championnats du monde. Je crois il y a des modifications qui se font à Bercy, donc ce sera à Marseille. Oui, on veut y aller. C'est un des plus gros objectifs de l'équipe. Hein. Après la Ligue Magnus, gagner la Ligue Magnus, gagner la Coupe, ce serait bien. Aller à Marseille, oui, c'est définitivement un objectif très élevé. Voilà, la finale vous a toujours échappé. Oui. Il la faut maintenant, quoi. Exactement. Il nous faudrait une finale cette saison. Voilà, il va nous rester une petite minute. Qu'est-ce que vous allez faire, Thomas Ditch, maintenant que la retraite est annoncée? Il faut quand même qu'on le sache. Hein. Bon, rien, je crois. Ouais. Je crois que je vais faire du vélo, mais que pour le plaisir, donc sans me faire trop mal aux jambes. Et puis, non, il y a beaucoup de projets. Demain, je suis en Allemagne pour aller discuter avec le sponsor qui m'a aidé depuis 6 ans. Pour discuter avec lui de l'éventualité de développer la marque en France. Après, développer le VTT en Alsace, on habite une région magnifique et pourquoi pas développer le VTT, les chemins et tout ce qui est tourisme en Alsace avec le VTT. Développer aussi notre magasin qu'on a déjà à Colmar, magasin de course à pied. Eh ben, on vous suivra évidemment. Merci à vous deux, merci beaucoup.